de la stratégie nationale de santé discutée à l'automne. Des maladies que l'on croyait éradiquées se développent à nouveau sur notre territoire. Des enfants meurent de la rougeole aujourd'hui en France. Dans la patrie de Pasteur, ce n'est pas admissible. L'an prochain, les vaccins pour la petite enfance, qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé, deviendront obligatoires. La Commission a acheté des vaccins à 6 labos au total, mais c'est le tandem composé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech qui a raflé la majorité de la commande. Curieusement, les négociateurs européens n'ont pas eu à déclarer d'éventuels conflits d'intérêts. Leur identité est restée secrète. Contrairement à tous les usages, la présidente de la Commission européenne en personne a négocié avec Albert Bourla, le président de Pfizer. Il communiquait par SMS en janvier 2021 quand l'Europe a acheté 1,8 milliard de vaccins. On ignore pourquoi elle en a acheté autant, 10 doses par personne, qu'il a fallu ensuite détruire, et pourquoi il coûtait de plus en plus cher, 35 milliards d'euros. Cette énigme est au cœur du Pfizergate. Alors la Commission est légalement tenue de publier les échanges sur les accords commerciaux qu'elle négocie. Eh bien, dans ce cas précis, elle a refusé. Au journaliste du New York Times, elle a opposé une parfaite mauvaise foi, du genre à réclamer aux confrères la preuve évidemment impossible à apporter que les SMS avaient bien existé. Il aurait été tellement plus simple d'avouer que la présidente les avait effacés. Mais depuis 3 ans, le scandale grandissant a valu à Ursula von der Leyen plusieurs plaintes, dont l'une au pénal en Belgique pour destruction de documents publics et corruption, plainte jugée d'ailleurs irrecevable. La médiatrice de l'Union a été saisie, elle a ordonné au cabinet de la présidente de remettre la main sur les SMS. Le cabinet a fini par répondre que la présidente avait probablement changé de portable. La médiatrice a conclu à la faute de l'administration. La Cour des comptes a enterré le dossier sans l'avoir éclairci. La commission parlementaire sur le Covid-19 n'a rien obtenu non plus. Et à ce niveau d'opacité et de bureaucratie, ce n'est plus l'Union européenne, c'est l'Union soviétique, avec une question pendante. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans le bastringue pour contrôler la présidence de la Commission? Et alors justement, est-ce qu'Ursula von der Leyen va enfin rendre des comptes? Alors il a menti, elle a menti, il faut qu'elle l'assume, qu'elle s'explique au lieu de faire jouer l'obstruction, qu'elle parle moins de transparence et qu'elle l'applique davantage. Elle et le petit groupe d'Allemands qui l'entourent centralisent l'autorité et contrôlent l'information. Pour le reste, on relèvera qu'il y a 900 journalistes accrédités dans le quartier Robert Schuman et 750 députés qui donne des leçons anticorruption à la terre entière, mais c'est un quotidien américain qui a affronté les avocats de la Commission pour obtenir un peu de lumière sur un contrat qui concerne tous les Européens. Peut-être qu'Ursula von der Leyen est corrompue. Peut-être qu'elle... Non. En tout cas, elle a tout fait depuis 4 ans pour qu'on se pose la question, et ça n'a pas dérangé les dirigeants européens qui l'ont reconduite à la présidente de la Commission. Le fonds d'électrification et de changement climatique. Avant, c'était le fonds vert. Sauf que là, on s'aperçoit, puis je vous invite à lire un excellent texte de Pierre-Olivier Zappa dans le journal ce matin, là, qui nous montre toutes sortes d'exemples, tu sais, notamment, là, un géant de l'alcool qui a reçu 12 millions pour rendre son usine plus éco-énergétique. Après ça, Banque mondiale qui a reçu 10 millions pour des projets climatiques à l'étranger. Puis après ça, on recule encore en arrière. Projet d'électrification d'une réserve touristique de gorilles au Gabon. Voulez-vous bien me dire pourquoi on a payé pour ça au Québec? On a des routes qui sont toutes défoncées. Pourquoi on n'a pas utilisé cet argent-là ici? Ben non. On a envoyé de l'argent au Gabon. Après ça, subventionner Air Canada pour installer des ailettes sur des Boeing 767. Me niaisez-vous, là, sincèrement? Écoutez bien. Donc c'est une destruction de la totalité des services publics en France et tout ça, en fait, ce qui s'est passé en 2008, en fait, a accéléré parce que Nicolas Sarkozy a collaboré avec les banques et il a pris l'argent des caisses de retraite. J'ai plusieurs remontées dans ce sens également, témoignages de gens qui travaillent pour sauver les banques. Voilà. Donc, et c'est la même chose dans les autres pays, en Italie, en Angleterre, je vous en parle même pas, en Allemagne, en Suisse, UBS, j'avais Slobodan Despot qui est journaliste, c'est un journaliste suisse, il disait la même chose. Et écoutez bien, je veux juste le sauvetage, les papiers, les articles juridiques, Carlo, que vous allez apprécier, pour sauver le Crédit Suisse.
donc par UBS, par ordre du gouvernement, eh bien, il y a eu un moratoire de 50 ans. C'est-à-dire que, c'est ce que m'a expliqué Slobodan, il faut que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tous ceux qui ont participé à la signature de ce document, qui ruine les Suisses au passage, soient morts lorsque ce dossier pourrait être enfin rendu public. Et c'était la même chose pour les vaccins. Il y avait un moratoire de 70 ans. Et je rappelle qu'un juge a renversé la table en disant si vous pouvez mettre un vaccin en moins d'un an sur le marché, eh bien, vous allez me donner toutes les pièces que nous on réclame. C'est ça. Voilà, ça veut dire en clair que si vous êtes ruiné en France, c'est parce qu'ils ont pris votre pognon pour sauver des banques. Ça, il l'avait déjà dit, Jovanovic, dans les années 2012. Une batterie de voiture électrique de 75 kWh nécessite l'extraction de 75 tonnes de minerais et génère jusqu'à 20 tonnes de CO2 avant même que le véhicule ne quitte l'usine. Ces chiffres cruciaux, absents des calculs d'empreinte carbone officiels, proviennent d'études que Bruxelles refuse de publier. Une batterie standard de voiture électrique de 75 kWh nécessite un assemblage complexe de lithium, cobalt, nickel, manganèse et graphite. Ces matériaux ne sortent pas de nulle part. Leur extraction représente une empreinte environnementale monstrueuse, soigneusement dissimulée derrière les discours sur la mobilité durable. Pour obtenir une seule batterie de taille moyenne, les industries minières doivent extraire jusqu'à 75 tonnes de minerais bruts pour alimenter un véhicule qualifié de propre. Au Chili, dans le désert d'Atacama, l'exploitation du lithium prend des proportions alarmantes. Le procédé d'extraction requiert jusqu'à 2 millions de litres d'eau pour produire une tonne de lithium. On va parler de Choose France qui aura lieu lundi à Versailles avec 200 passerons attendus. Je vois que ça vous fait souffler, on dirait Jean-Marc Daniel. Vous y croyez pas? Ça vous saoule ce genre d'événement? Non, j'en ai marre. Franchement, ça suffit quoi. Ça suffit parce que on peut pas dire Choose France et puis d'un autre côté faire une dissolution, puis d'un autre côté avoir un pays qui est dans l'immobilisme, et puis d'un autre côté faire des numéros de claquettes parce que il va être très content notre président de serrer des mains à des gens très riches et très puissants, et puis à côté de ça laisser tomber les PME, les ETI qui sont mais vraiment dans la panade. Ah, carrément, vous le prenez mal, France. Non, j'en ai marre là. Ça y est que, si vous voulez, le problème. Alors après, on peut choisir. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'on est devenu. On disait, vous savez, la France, c'est devenir un musée et un site touristique. On est devenu une boîte d'événementiel en fait. Voilà, c'est ce qu'on sait faire, c'est ça. On sait faire génial les JO. Et puis on sait faire des événements. Ça, c'est génial. Choose France, c'est génial. Il va y avoir des super photos. Une boîte d'événementiel. Oui, c'est GL Events version nationale. Notre-Dame, on fait une petite fête quoi. Voilà, mais ça, on est super bon. Mais il faut continuer comme ça. Mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde parce que Choose France, déjà. Choose entreprises françaises, c'est-à-dire permettre aux entreprises françaises de bosser. Ça fait 1 an qu'on empêche les entreprises françaises de bosser. Ça fait 1 an qu'on a plombé les PME, 1 an qu'on a plombé les ETI. Donc la dissolution. Oui, je leur parle franchement, comme tout le monde, je leur parle tous les jours, et c'est vraiment un drame on en a parlé très souvent ici, on n'envisage pas et on ne met pas assez en lumière. Donc Choose France, il y a un moment, il faut arrêter de rigoler, ça suffit maintenant. Mais quand même, je me permets de vous rappeler quand même que on reste la place en Europe où les investissements étrangers sont les plus forts. Il y a peut-être un tout petit intérêt, non? Alors, écoutez, l'élément essentiel dans un investissement, c'est la visibilité et la stabilité. Est-ce que vous, aujourd'hui, si vous étiez une entreprise étrangère ou américaine, vous investiriez en France? Posez-vous juste cette question. Est-ce que vous allez Choose France? D'accord, alors avec un gouvernement qui ne prend aucune mesure, un déficit public qui dérape, une dette qui est colossale. Donc vous, qu'est-ce que vous dites? Vous dites Wait 27 plutôt, ça devrait s'appeler comme ça, pas Choose France, parce qu'il faut attendre 2027. Terrible nouvelle pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron. Ils sont dans la tourmente à cause d'une grosse affaire qui secoue Internet. Je t'explique. Alors que le conflit russo-ukrainien prend une autre tournure après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, une révélation fracassante, publiée récemment, met en mal le président ukrainien et son entourage. Voici ce qu'on sait. Contre toute attente, le président de l'Ukraine et plusieurs de ses proches ont récemment publié leur déclaration de patrimoine. Leur richesse est à couper le souffle. Zelensky possède environ 1 million d'euros, y compris des montres de luxe, un appartement à Londres, un compte en Suisse et des parts dans des entreprises liées à sa carrière de comédien. Mais ce n'est pas tout. Le tableau ne s'arrête pas là. En effet, l'ex-président Petro Porochenko
affiche une fortune de 1,7 milliard d'euros, composée de liquidités, propriétés et œuvres d'art. Pendant ce temps, la France, qui injecte des milliards pour soutenir l'Ukraine, demande des sacrifices à ses citoyens. Et quand on va en Roumanie, en fait, on n'est pas surpris de ces manipulations, ça existe. Et donc là, par contre, ce qu'espérait Georges Simeone, c'est que ayant dépassé les 40%, vous savez, pour le premier tour, il y a 3 semaines, il était d'abord crédité de 30%, ensuite 35%, et finalement, il a fini à 41%. Là, on se disait, c'est pas possible de combler. Et quand on regarde aujourd'hui, on se dit quand même, il y a un truc, parce que Nikushor Dan, le vainqueur, a fait à peine dépasser les 20% au premier tour, et là il se retrouve à 54%. Je sais pas, dans l'histoire électorale, une remontada pareille, je crois que c'est du jamais vu non plus. Donc quand je vois Clément Beaune et quelques membres du gouvernement se féliciter de l'expression de la démocratie, qui fait échec aux ingérences russes, se dit attendez, faut regarder les choses en face. Là il y a un problème de crédibilité qui est en train de s'installer, une telle marge, un tel rattrapage est quand même très bizarre, quoi. Voilà, je veux dire, c'est de ce point de vue-là, c'est du jamais vu dans l'histoire électorale non plus. D'après des documents déclassifiés du domaine public, des renseignements ont été reçus pratiquement au même moment que les informations provenant des Australiens en l'espace d'un jour ou deux. Ces renseignements comprenaient des informations sur un prétendu plan conçu par l'un des conseillers en politique étrangère de Madame Clinton pour créer un scandale liant Donald Trump aux Russes. Telle est la teneur des renseignements tels qu'ils figurent dans les informations déclassifiées. Le président a-t-il été informé de ces renseignements ? Eh bien, le 3 août 2016, le directeur Brennan avait informé le président, le vice-président, le directeur du renseignement national, le FBI, le procureur général et d'autres personnes. Quand vous dites le FBI, c'est-à-dire M. Comey ? Ce 3 août, oui, il a été conduit à la Maison-Blanche, c'était le directeur M. Comey lui-même. Donc, M. Comey a apporté cette information, le président Obama était au courant, le vice-président Biden était au courant. Mais cela n'a pas été communiqué aux agents chargés de l'affaire au sein du tribunal secret de la FISA. C'est bien cela? C'est exact. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Bien, nous pouvons maintenant vous exposer les faits, les gens peuvent en tirer leurs propres conclusions. À propos des commentaires de Papadopoulos qui ont été utilisés pour justifier toute cette affaire, je me demande ce que le FBI aurait pu apprendre s'ils avaient eu accès à ces informations. Qu'aurait appris le FBI s'ils avaient examiné honnêtement ces informations? Si avant d'ouvrir Hurricane Crossfire, ils avaient vérifié les dossiers dont ils disposaient et communiqué avec d'autres agences de renseignement et fait la lumière, ils auraient constaté qu'il n'y avait rien dans ces dossiers à ce moment-là. Cela corroborerait l'information, la notion de suggestion selon laquelle les Russes auraient pu fournir une certaine forme d'assistance. Mais il n'y a rien dans leur dossier qui puisse corroborer cela. It's Thursday, April 17th. I want to share with you a product that's on the market, a vaccine called Vaxilis. I pulled the package insert and here it is. This is insane. This vaccine has 6 vaccines in one. Diphtheria, tetanus, pertussis, polio, Haemophilus B, and hepatitis B. 6 in one. Let's take a look at the package insert. First of all, they tell us that epinephrine and other appropriate agents and equipment must be available for immediate use if you're going to be giving this vaccination. Okay, you got my attention. This vaccine is indicated for 6 weeks old through 4 years old. It goes on to say a review by the Institute of Medicine found evidence for a causal, not correlation, causal relationship between tetanus toxoid, one of the components, and both brachial neuritis and Guillain-Barré syndrome. Look that up, Guillain-Barré. It's a type of paralysis. It looks a lot like polio. It also says apnea, that's difficulty breathing, you kind of stop breathing, following intramuscular vaccination has been observed in some infants. Oh, but it gets better. First of all, studies that brought this product to market, there is not a single randomized controlled study with an inert placebo. It's only tested against other vaccinations. Ingredients, you're going to love this. 319 micrograms of aluminum is used as an adjuvant. That is, it stimulates the immune system to wake up to the antigens that are in this vaccine. Other ingredients, formaldehyde, bovine serum albumin, that's albumin or protein that comes from cows,
Then they put some antibiotics in here, neomycin, streptomycin, polymyxin B. What could possibly go wrong? And of course, my favorite part, section 13.1. It's right here. I'm not making this up. Vaxilis has not been evaluated for carcinogenic or mutagenic potential or impairment of fertility. Thank you. And my only other question for you is, so over the weekend, President Trump posted Truth Social a video highlighting what most people call the Clinton body count, which is the strange number of suicides that seem to happen in Clinton circles. I have a headline here from the Washington Post that said, Trump peddles false conspiracy theories tying the Clintons to several deaths. So I just wanted to highlight real quick, this wasn't in Trump's video, but this is from the Arkansas Times, and it's the death of Mark Middleton, who was a former Clinton White House aide, who was found dead on a Clinton Foundation property. And I'll just quote from the Arkansas Times. Middleton apparently shot himself in the chest with a shotgun and also hung himself from a tree with an extension cord. So I have no idea how somebody commits suicide that way, but if the Washington Post is here, maybe you can enlighten us as to how that was actually a suicide. So anyways, that's just a lead into my question about the most famous Clinton-related suicide, which is that of Jeffrey Epstein. There's still a lot of questions around that case. You've released phase 1 of the Epstein files. What was missing from that is any connection to his ties to intelligence agencies, and that's really the whole story, that not just trafficking young girls, but doing it on behalf of intelligence agencies, and even potentially as part of a blackmail ring with potential ties to the Israeli government. So for phase 2, when can we expect it? Will it have information pertaining to those aspects of the Epstein case? I know the Attorney General has committed to releasing those files. I would defer you to the Department of Justice on her timeline, but when she's made a promise in the past, she has kept it, and I'm certain that she will in this case as well. You are going and looking at who is controlling this auto pen, because Joe Biden, I mean, he's demonstrating that he doesn't have all the cognitive capabilities they had. That interview was from 2023. Yeah, that's hard evidence. Early in the President Biden's term as president, it clearly shows that he was in significant mental decline. It questions who was actually making the decisions. So what we found is not just with the pardons he issued, but many of the executive orders that the courts are now using to Trump-proof many of the executive orders that President Trump is trying to implement to make government more efficient. Many of these executive orders, as well as the pardons of Biden's entire family as a result of our investigation, these were all signed with the auto pen. And clearly from that interview, which was many, many months prior to the heavy use of the auto pen, Joe Biden wasn't capable of making decisions. He wasn't coherent. We think we've identified who the staffers are. Jason, you all have done great work with that over at Heritage Oversight. We're going to bring everyone that we believe was involved in any role in the use of the auto pen. We're going to invite them to come in for a transcribed interview. If they want, then they will receive a subpoena and they will have a full-blown deposition. But we want to find out who was actually making the decisions in the White House during the last 9 months of the Biden administration when he was clearly in mental decline. Et qu'est-ce que dit le New York Times? C'est odieux. Il y a une campagne qui est organisée. Alors, on dit, c'est pas des deepfakes, c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est des images trompeuses, montées de telle façon qu'elles font dire quelque chose qui n'est pas la réalité. Or, c'était la réalité. Et je reviens donc à cette idée depuis longtemps de poser les questions, c'était inévitablement d'être le sujet de manipulation, l'objet de manipulation, de propagande, de machines de propagande étrangères peut-être malveillantes qui cherchaient, elles, à faire élire Donald Trump. C'est tout simplement débile, parce qu'encore une fois, le résultat est accablant. Les démocrates se sont privés des moyens pour organiser une primaire conséquente, de désigner un candidat qui aurait peut-être été défait par Donald Trump, ça se peut, mais qui aurait peut-être mais aussi peut-être pas non plus. S'il y avait eu Exactement. plus de préparation, des délais normaux pour choisir le meilleur candidat disponible, il y a le temps de se monter un programme, une équipe, et la campagne aurait pu être différente. Au-delà de ça, Mario, on aurait pu dire, ils ont vu le réel, ont agi et ont purgé le problème. Or, on l'a
mis sous le tapis. Puis je dirais pire encore, il y a eu une révolution de palais pour se débarrasser à la dernière minute de Joe Biden qui s'accrochait en juillet de l'année dernière au pouvoir. Il y a eu un vrai coup de force quand il était tard et même trop tard, qui a permis de pousser M. Biden, qui ne l'a pas du tout apprécié parce qu'il est assez lucide pour voir qu'il se passait quelque chose, et pour qu'on désigne à la dernière minute Kamala Harris, qui était de loin celle qui avait peut-être les meilleurs outils pour devenir la dauphine, la dauphin, mais certainement pas celle qui avait les moyens pour gagner les élections. On le savait avant, on le savait pendant, et on s'en est rendu compte évidemment à la toute fin de la campagne. Mais ce que pose comme problème, et c'est le plus difficile certainement pour moi et pour tous ceux qui sont dans mon métier, ça s'appelle Original Sin. Puis dans nos métiers, journalistes, ça s'appelle Original Sin, le livre. Le péché originel. Qu'est-ce que le péché originel, Mario? Dans la Bible? Oui, dans la Bible, c'est la curiosité. C'est de vouloir s'exposer à de la connaissance que Ève n'a pas. Elle croque dans la pomme. Et quel est le original sin aujourd'hui? Quant à moi, j'ai créé d'ailleurs un néologisme pour le désigner. C'est notre absence collective comme journaliste de curiosité parce qu'il s'agit d'un infocide. C'est là que je dis que j'ai fait un néologisme. On a tué l'information. Elle était devant nous, elle était dans notre face. C'est la scène au monde la plus éclairée, la mieux éclairée. Quand tu baisses les lumières et que l'acteur principal apparaît à des heures précises et plus encore qu'il est confus à ce moment-là, tu dis il y a un problème avec le spectacle et la majorité de ceux qui devaient rendre compte de ce qui se passait pendant de longs mois ont choisi non seulement de l'ignorer, mais de dire de tous ceux qui posaient des questions ou que c'était de mauvais Américains, de mauvais journalistes et pire encore, des gens qui avaient succombé à la propagande, je reviens là-dessus, de puissances étrangères, mais ça n'a aucun sens. C'est énormissime. C'est tellement gros comme nouvelle qu'on s'est fait à l'idée que quelque chose qui devait nous échapper et que ça ne se pouvait, dans le fond, pas que ça soit arrivé. Mais c'est arrivé, et c'est pas un hasard si on commence aux États-Unis à faire de l'enquête. Original Sin est un travail sérieux, près de 200 personnes qui ont été interviewées, l'essentiel sous couvert de l'anonymat. Alors on présume beaucoup de gens dans l'entourage du président de la Maison-Blanche, beaucoup de démocrates qui avaient accès au président et qui pourtant se sont tus, mais qui aujourd'hui veulent se racheter un peu, puis des journalistes qui veulent aussi laver leur conscience parce qu'ils auront été complices de ce qui était un mensonge, mais à grande échelle et incompréhensible parce qu'il y a derrière ça une espèce de conformisme de la part de la profession qui est quant à moi inacceptable, parce qu'on n'est pas payé pour être conformiste. Ça ne veut pas dire de dire des bêtises, ça ne veut pas dire de sortir du rang systématiquement pour se faire remarquer, mais ça veut surtout dire de ne pas avoir peur, de prendre le risque, de ne pas penser comme tout le monde, puis de dire « Hey, attention les amis, il y a quelque chose qui cloche. » Et de poser les questions. Ils étaient peu nombreux. Ouais, à le faire. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est que cet entourage-là, c'est une chose de dire « on le maintient au pouvoir, on abrille les choses, on le cache. » Mais se présenter aux élections, c'est pas juste... oui, c'est faire une campagne épuisante, mais c'est aussi demander 4 ans de plus. C'est demander au public 4 années de plus. Sincèrement, fallait être complètement déconnecté. Merci. Oui, vas-y. Alors, on continuera mais j'allais dire, mais est-ce que le plan de match, c'était de penser pouvoir gagner et qu'ensuite, on ferait justement au nom de la santé chancelante du gagnant place à quelqu'un d'autre? C'est tout à fait possible. Je n'ai aucune idée, mais j'ai une certitude aujourd'hui. Ça avait pas d'allure. C'est gigantesque et tellement qu'on veut pas le croire, mais je pense qu'il faut se faire à l'idée que c'est exactement ce qu'on commence à décrire. À la limite, tout se démontre. Donc, si quelqu'un dit il y a un remplacement, ça doit se démontrer. Si moi je dis il y a une volonté politique de remplacer les populations autochtones et occidentales, je dois le démontrer. On est d'accord? On est d'accord? Donc, je dois vous le démontrer. OK. On va laisser parler ceux qui sont au pouvoir. C'est plus simple. C'est plus simple. Vas-y, Hilary. Raconte-nous un peu tes conneries. Alors, je vais pas vous la faire parler parce que c'est pas traduit. Elle a dit mot pour mot. Le problème de l'administration Trump-Musk, c'est qu'ils encouragent les Américains à avoir des enfants et une famille
alors que c'est à cela que servent les migrants que nous faisons venir. Voilà, fin de la démonstration. Non mais attendez les mecs. Non mais, en fait, moi je m'en fous, ça me choque pas si tu veux, parce que je le sais qu'il y a le grand remplacement. Mais là, ils s'en cachent même pas. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'ils essaient de dire que c'est du complotisme, et d'un coup ils disent c'est con qui est Trump, parce que Trump, il vous encourage à faire des gosses et une famille, alors que merde, les migrants, ça sert à remplacer ça. Mais il n'y a pas de remplacement? Non, c'est du complotisme. Mais, quand même, les migrants, ça remplace quand même les enfants que vous pourriez avoir. Mais il n'y a pas de grand remplacement? Non. Alors les migrants, ça remplace, mais il n'y a pas de grand remplacement. Voilà. Mais ça remplace en grand quand même. Ah oui, ça remplace en grand. Ah bah oui, quand on en fait venir 10 millions, ça remplace 10 millions d'enfants américains qui auraient pu venir. D'accord, donc c'est un remplacement à hauteur de 10 millions d'enfants américains? Voilà. Mais il n'y a pas de grand remplacement. Ah non, c'est du complotisme. Voilà. Mathieu, tout d'abord, parle-moi de cette étude, ce document explosif sur l'infiltration des frères musulmans en France. Je pense que ça va être remis demain à Emmanuel Macron. Ça risque de faire énormément de bruit. C'est quoi? Alors, c'est dont tu m'en parles, j'en parlais il y a peut-être 1h30 sur CNews. Alors, je résume. Les Frères musulmans, c'est cette organisation née il y a à peu près un siècle qui se donne pour objectif, alors, qui se réclame de l'islam, mais avec une conception très particulière de l'islam qui se veut presque décoloniale et contre-coloniale, qui dit l'Europe est le ventre mou qu'il nous faut conquérir, nous devons dominer l'Europe, et l'Europe va céder par ses propres forces, en fait ses propres faiblesses qu'elle prend pour des forces. Globalement, vous nous offrez la liberté, nous la retournerons contre vous. Vous nous offrez l'égalité, nous la retournerons contre vous. Donc, et il y a une volonté, on pourrait dire, contre-coloniale qui naît chez notamment les fondateurs des Frères musulmans d'une forme de dégoût profond pour la modernité européenne et la modernité occidentale. Donc, c'est un islam de conquête à destination de l'Europe et plus largement de l'Occident. Donc, qu'est-ce qu'on voit par ailleurs? Cette organisation, depuis 70 ans, mais plus particulièrement depuis 30 ans, s'est vraiment infiltrée partout en Europe, quelquefois sous son propre drapeau, d'autres fois en se dissimulant derrière des organisations par avant. Et en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, des organisations écrans qui disent, qui vont s'appeler l'association, par exemple, l'association des musulmans dans le football à Vincennes. Bon, prendre des exemples comme ça. Et donc des associations à travers lesquelles ils cherchent à encadrer la vie communautaire intégralement des jeunes de tous les musulmans, en fait, du berceau jusqu'au tombeau, pourrait-on dire, qui cherchent donc à créer, à enrégimenter les musulmans de France, donc à transformer, faut comprendre l'idée, il s'agit pour eux, c'est des islamistes, de s'emparer des musulmans pour les coloniser à la lumière de l'idéologie islamiste la plus militante. Donc, faut transformer les musulmans en islamistes, un peu, c'est leur idée. Donc, ils se déploient dans toutes les sphères de la société, le sport, l'université, faut pas l'oublier, les associations d'entraide, les affaires. Et leur objectif, c'est de rendre la France charia compatible avant demain ou après-demain de faire de la France une société tout simplement charia normée. Quelle est leur méthode, en fait? Ils se disent, plus la France change de population et s'islamise démographiquement, plus nous avons une base sur laquelle agir pour être capable de convertir la France aux exigences de leur conception très particulière de l'islam. Donc là, Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur et le nouveau chef des Républicains, donc le parti de droite classique, a publié, fait réaliser un rapport sur la pénétration de la France par les frères musulmans. Ce qu'on découvre, c'est qu'ils sont vraiment très puissants, contrôlent des associations, des écoles, sont partout un peu d'une manière ou de l'autre dans l'organisation de la société. Et là, je note qu'un journaliste français, Jean-Michel Apathy, qui est vraiment l'espèce de gauchiste carnavalesque de service, et qui, lui, nous dit il ne faut pas révéler ce rapport parce que ça va stigmatiser les musulmans. Non, personne n'a dit que tous les musulmans étaient des islamistes. Personne n'a dit ça. Mais celui qui dit faut pas parler des islamistes parce que ça va blesser les musulmans, celui-là amalgame les islamistes et les musulmans dans une même catégorie. C'est ça qui est fou. Donc, quoi qu'il en soit, et là, j'ajoute une chose. Quand on parle de l'islamisation de nos sociétés, on a l'impression, avec raison par ailleurs, d'être devant des grandes vagues migratoires qui transforment nos sociétés. Mais on oublie que tout n'est pas en politique que pur mouvement naturel.
J'entends par là que à l'échelle de l'histoire, cette contre-colonisation du Sud qui remonte vers le Nord, de l'islam qui prend sa revanche sur l'Occident, il y a 1000 facteurs, mais parmi ces 1000 facteurs, il y en a un, c'est un esprit de conquête planifié, d'organisation militante. Alors, si je dis ça, on va dire, c'est conspirationniste, complotiste. Je dis, non, c'est une organisation dont la fonction, c'est celle-là. Tout comme, pendant l'histoire de l'URSS, il y avait le Comintern, qui avait pour objectif de piloter la conversion au communisme des sociétés occidentales. Mais là, de la même manière, on est devant une stratégie planifiée de conversion de nos sociétés à un modèle charia compatible.